Bonjour camarades, bienvenue aux audiolivres socialistes avec Alternative Socialiste. Aujourd'hui, on va lire les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme, produits par Lénine en 1917. Alors, c'est un court texte de seulement 3 pages, ça ne devrait pas trop nous prendre de temps. Alors, plongeons dans le sujet. Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme. La doctrine de Marx suscite, dans l'ensemble du monde civilisé, la plus grande hostilité et la haine de toute la science bourgeoise, officielle comme libérale, qui voit dans le marxisme quelque chose comme une secte malfaisante. On ne peut pas s'attendre à une autre attitude, car dans une société fondée sur la lutte des classes, il ne saurait y avoir de science sociale impartiale. Toute la science officielle et libérale défend, d'une façon ou d'une autre, l'esclavage salarié, cependant que le marxisme a déclaré une guerre implacable à cet esclavage. Demander une science impartiale dans une société fondée sur l'esclavage salarié est d'une naïveté aussi puérile que de demander aux fabricants de se montrer impartiaux dans la question de savoir s'il convient de diminuer les profits du capital pour augmenter le salaire des ouvriers. Mais ce n'est pas tout. L'histoire de la philosophie et l'histoire de la science sociale montrent en toute clarté que le marxisme n'a rien qui ressemble à du sectarisme dans le sens d'une doctrine repliée sur elle-même et ossifiée, surgit à l'écart de la grande route du développement de la civilisation universelle. Au contraire, Marx a ceci de génial qu'il a répondu aux questions que l'humanité avancée avait déjà soulevées. Sa doctrine naquit comme la continuation directe et immédiate des doctrines des représentants les plus éminents de la philosophie, de l'économie politique et du socialisme. La doctrine de Marx est toute puissante, parce qu'elle est juste. Elle est harmonieuse et complète. Elle donne aux hommes une conception cohérente du monde, inconciliable avec toute superstition, avec toute réaction, avec toute défense de l'oppression bourgeoise. Elle est le successeur légitime de tout ce que l'humanité a créé de meilleur au 19e siècle. La philosophie allemande, l'économie politique anglaise et le socialisme français. C'est à ces trois sources, à ces trois parties constitutives du marxisme, que nous nous arrêtons brièvement. Le matérialisme, partie 1. Le matérialisme est la philosophie du marxisme, au cours de toute l'histoire moderne de l'Europe et surtout à la fin du 18e siècle, en France, où se déroulait une lutte décisive contre tout le fatras du Moyen Âge, contre la féodalité dans les institutions et dans les idées, le matérialisme fut l'unique philosophie conséquente, fidèle à tous les enseignements des sciences naturelles, hostile aux superstitions, au cagotisme, etc. Note personnelle, je ne suis pas certain de pouvoir définir le cagotisme pour l'instant. Fin de la note personnelle. Continuons. Ainsi, les ennemis de la démocratie s'appliquèrent-ils de toute leur force à réfuter le matérialisme, à le discréditer, à le calomnier. Ils défendaient les diverses formes de l'idéalisme philosophique qui, de toute façon, se réduit toujours à la défense ou au soutien de la religion. Marx et Engels défendirent résolument le matérialisme philosophique et ils montrèrent maintes fois ce qu'il y avait de profondément erroné dans toutes les déviations à l'égard de cette doctrine fondamentale. Leurs vues sont exposées avec le plus de clarté et de détails dans les ouvrages d'Engels, Ludwig Feuerbach et l'Anti-Düring, qui, comme le manifeste du Parti communiste, sont les livres de chevet de tout ouvrier conscient. Moi, j'ajouterais à ça le livre de Louis Gill qui se nomme tout simplement L'économie capitaliste, une analyse marxiste, qui est débuté par un 10 à 15 pages qui fait la synthèse de l'explication de ce qu'est le marxisme dans toutes ses composantes qui sont les plus importantes. Ici, il y a seulement 3 pages de texte, mais le texte de 15 pages au début et dans le reste du livre vient vraiment construire une compréhension beaucoup plus détaillée du marxisme. Donc, c'est un autre texte que je mettrais dans la même catégorie que l'Anti-Düring ou le Feuerbach ou le manifeste du Parti communiste, qui sont tout aussi des super textes, soit dit en passant. Continuons.
Mais Marx ne s'arrêta pas au matérialisme du XVIIIe siècle. Il poussa la philosophie plus avant. Il l'enrichit des acquisitions de la philosophie classique allemande, surtout du système de Hegel, lequel avait conduit à son tour au matérialisme de Feuerbach. La principale de ces acquisitions est la dialectique, c'est-à-dire la théorie de l'évolution, dans son aspect le plus complet, le plus profond et le plus exempt des trois tests. Théorie de la relativité des connaissances humaines qui nous donne l'image de la matière en perpétuel développement. Les récentes découvertes des sciences naturelles, comme par exemple le radium, les électrons, la transformation des éléments, ont admirablement confirmé le matérialisme dialectique de Marx, en dépit des doctrines des philosophes bourgeois et de leur nouveau retour à l'ancien idéalisme pourri. Approfondissant et développant le matérialisme philosophique, Marx le fit aboutir à son terme logique, et il l'entendit de la connaissance de la nature à la connaissance de la société humaine. Le matérialisme historique de Marx fut la plus grande conquête de la pensée scientifique, au chaos et à l'arbitraire qui régnait jusque-là dans les conceptions de l'histoire et de la politique, succéda une théorie scientifique remarquablement cohérente et harmonieuse, qui montre comment, d'une forme d'organisation sociale, surgit et se développe, par suite de la croissance des forces productives, une autre forme plus élevée, comment par exemple le capitalisme naît du féodalisme. De même que la connaissance de l'homme reflète la nature qui existe indépendamment de lui, c'est-à-dire la matière en voie de développement, de même la connaissance sociale de l'homme, c'est-à-dire les différentes opinions et doctrines philosophiques, religieuses, politiques, etc., reflètent le régime économique de la société. Les institutions politiques s'érigent en superstructure sur une base économique. Nous voyons, par exemple, comment les différentes formes politiques des États européens modernes servent à renforcer la domination de la bourgeoisie sur la prolétariat. Note personnelle, on parle bien des années 1920, qui est le contexte autour du texte écrit. Donc, il y a toujours des liens à faire avec les sociétés actuelles, mais il y a des phénomènes politiques uniques qui se passent à ces années-là, d'où le début de la Première Guerre mondiale, qui est un élément quand même important dans ce qui se passe en ce moment dans la vie de Lénine et de toute la classe ouvrière mondiale à ce moment-là. Continuons. La philosophie de Marx est un matérialisme philosophique achevé qui a donné de puissants instruments de connaissance à l'humanité et à la classe ouvrière surtout. Partie numéro 2. Après avoir constaté que le régime économique constitue la base sur laquelle s'érige la superstructure politique, Marx réserve son attention surtout à l'étude de ce régime économique. L'œuvre principale de Marx, Le Capital, est consacrée à l'étude du régime économique de la société moderne, c'est-à-dire capitaliste. L'économie politique classique antérieure à Marx naquit en Angleterre, pays capitaliste le plus évolué. Adam Smith et David Ricardo, en étudiant leur régime économique, marquèrent le début de la théorie de la valeur travail. Marx continua leur œuvre. Il donna un fondement strictement scientifique à cette théorie et la développa de façon conséquente. Il montra que la valeur de toute marchandise est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire à la production de cette marchandise. Commentaire personnel. C'est certain que ce texte est vraiment, vraiment synthétique, on s'entend. Il fait un survol de plusieurs sujets différents, mais à être de plus en plus familier avec ces concepts-là, je peux vous dire que j'ai hâte de lire, j'ai hâte d'expliquer ce qu'est, par exemple, le travail socialement nécessaire, la valeur d'échange, la valeur d'usage, la valeur de surplus, etc., etc. C'est vraiment des thèmes intéressants qui sont utiles. J'ai hâte de lire des textes là-dessus bientôt avec vous. Continuons. Là où les économistes bourgeois voyaient des rapports entre objets, échange d'une marchandise contre une autre, Marx découvrit des rapports entre hommes. L'échange de marchandises exprime le lien établi par l'intermédiaire du marché entre les producteurs isolés. L'argent signifie que ce lien devient de plus en plus étroit, unissant en un tout indissoluble toute la vie économique des producteurs isolés. Le capital signifie le développement continu de ce lien. La force de travail de l'homme devient une marchandise. Le salarié vend sa force de travail aux propriétaires de la terre, des usines, des instruments de production.
l'ouvrier emploie une partie de la journée de travail à couvrir les frais de son entretien et de celui de sa famille. Entre parenthèses, le salaire. L'autre partie, à travailler gratuitement en créant pour le capitaliste la plus-value, source de profit, source de richesse pour la classe capitaliste. Pardon. La théorie de la plus-value constitue la pierre angulaire de la théorie économique de Marx. Le capital créé par le travail de l'ouvrier pèse sur l'ouvrier, ruine les petits patrons et crée une armée de chômeurs. Dans l'industrie, la victoire de la grosse production est visible d'emblée. Nous observons d'ailleurs un phénomène analogue dans l'agriculture. La supériorité de la grosse exploitation agricole capitaliste augmente, l'emploi des machines se généralise. Les exploitations paysannes voient se resserrer autour d'elles le nœud coulant du capital financier. Elles déclinent et se ruinent sous le joug de leurs techniques arriérées. Dans l'agriculture, les formes de ce déclin de la petite production sont autres, mais le déclin lui-même est un fait incontestable. Le capital qui bat la petite production conduit à augmenter la productivité du travail et à créer la prépondérance des associations de gros capitalistes. La production elle-même devient de plus en plus sociale. Des centaines de milliers et des millions d'ouvriers sont réunis dans un organisme économique coordonné, tandis qu'une poignée de capitalistes s'approprie le produit du travail commun. L'anarchie de la production grandit, crise, course folle à la recherche de débouchés, existence non assurée pour la masse de la population. Tout en augmentant la dépendance des ouvriers envers le capital, le régime capitaliste crée la grande puissance du travail unifié. Marx a suivi le développement du capitalisme depuis les premiers rudiments de l'économie marchande, l'échange simple jusqu'à ses formes supérieures, la grande production. Et l'expérience de tous les pays capitalistes, vieux et neufs, montre nettement d'année en année, à un nombre de plus en plus grand d'ouvriers, la justesse de cette doctrine de Marx. Le capitalisme a vaincu dans le monde entier, mais cette victoire n'est que le prélude de la victoire du travail sur le capital. Lorsque le régime féodal fut renversé et que la libre société capitaliste vit le jour, il apparut tout de suite que cette liberté signifiait un nouveau système d'oppression et d'exploitation des travailleurs. Aussitôt, diverses doctrines socialistes commencèrent à surgir, reflets de cette oppression et protestations contre elle. Mais le socialisme primitif est un socialisme utopique. Il critiquait la société capitaliste, la condamnait, la maudissait. Il rêvait de l'abolir. Il imaginait un régime meilleur. Il cherchait à persuader les riches de l'immoralité de l'exploitation. Mais le socialisme utopique ne pouvait indiquer une véritable issue. Il ne savait ni expliquer la nature de l'esclavage salarié en régime capitaliste, ni découvrir les lois de son développement, ni trouver la force sociale capable de devenir les créateurs de la nouvelle société, ou de la société nouvelle. Cependant, les révolutions orageuses qui accompagnèrent partout en Europe et principalement en France la chute de la féodalité, du servage, montraient avec toujours plus d'évidence que la lutte des classes est la base et la force motrice du développement. J'ai hâte d'explorer tous ces termes-là. Note personnelle. On continue. Pas une seule liberté politique n'a été conquise sur la classe des féodaux sans une résistance acharnée. Pas un seul pays capitaliste ne s'est constitué sur une base plus ou moins libre, démocratique, sans qu'une lutte à mort n'ait mis aux prises les différentes classes de la société capitaliste. Marx a ceci de génial qu'il fut le premier à dégager et à appliquer de façon conséquente l'enseignement que comporte l'histoire universelle. Cet enseignement, c'est la doctrine de la lutte des classes. Les hommes ont toujours été et seront toujours en politique, les dupes naïves des autres et d'eux-mêmes, tant qu'ils n'auront pas appris, derrière les phrases, les déclarations et les promesses morales, religieuses, politiques et sociales, à discerner les intérêts de telle ou telle classe. Les partisans des réformes et améliorations seront dupés par les défenseurs du vieil ordre des choses, aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris que toute vieille institution, si barbare et pourrie qu'elle paraisse, est soutenue par les forces de telle ou telle classe dominante. Et pour briser la résistance de ces classes, il n'y a qu'un moyen, trouver dans la société même qui nous entoure, puis éduquer et organiser pour la lutte les forces qui peuvent et doivent, de par leur situation sociale, devenir la force capable de balayer le vieux et de créer le nouveau.
Seul le matérialisme philosophique de Marx a montré au prolétariat la voie à suivre. La voie à suivre pour sortir de l'esclavage spirituel où végétaient jusque-là toutes les classes opprimées. Seule la théorie économique de Marx a expliqué la situation véritable du prolétariat dans l'ensemble du régime capitaliste. Les organisations prolétariennes indépendantes se multiplient dans le monde entier, de l'Amérique au Japon, de la Suède à l'Afrique du Sud. Le prolétariat s'instruit et s'éduque en menant sa lutte de classe. Il s'affranchit des préjugés de la société bourgeoise. Il acquiert une cohésion de plus en plus grande. Il apprend à apprécier ses succès à leur juste valeur. Il retrempe ses forces et grandit irrésistiblement. Lénine, mars 1913. Donc, ceci met fin au premier texte qui s'appelait « Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme », qui est au final une espèce de survol historique, contextuel, une prélude, dans le fond, à s'intéresser au marxisme pour quelqu'un qui n'en avait jamais entendu parler puis qui serait curieux de savoir pourquoi c'est important de l'apprendre, dans un certain langage qui est moins utilisé, on pourrait dire, de nos jours, cette espèce de grandiose, c'est la seule vérité, c'est la meilleure chose au monde. Écoutez, pour être très honnête, c'est effectivement une méthode de voir les choses qui est infiniment plus utile que ce que les bourgeois et la petite bourgeoisie ont à proposer. Donc, dans le travail révolutionnaire, le marxisme et la manière marxiste d'analyser la société capitaliste est un outil incroyable. Mais même si moi je le décris dans ces termes-là, Lénine va dans une certaine manière de s'exprimer qui est somme toute intéressante. Alors j'espère que vous avez apprécié. On se revoit bientôt pour une prochaine lecture. Nous vaincrons, camarades.